à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une molécule qui est très importante dans le métabolisme, que ce soit aussi bien d'un point de vue de la nutrition que de la diététique. Il s'agit de la molécule de glycogène. Avant de commencer cette vidéo, j'en profite pour vous dire que mes premières formations pour les étudiants vont sortir très bientôt. Donc, il y aura plusieurs remises à niveau pour ceux qui souhaitent se réorienter sur différents types d'études scientifiques. Et il y aura également des formations pour accompagner les étudiants donc en BTS d'analyse de biologie médicale, BTS diététique et tout parcours de type licence de biologie, licence accès santé, biologie. Voilà, je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du glycogène. Donc le glycogène, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un polyoside de glucose de réserve que l'on retrouve dans le monde animal. Polyoside, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est composé de plusieurs oses et il se trouve que le glucose, il s'agit du même sucre qui est le D-glucose. Donc on parle d'homopolyoside. Donc, comme je vous l'ai dit, le glycogène est une molécule qui est retrouvée uniquement dans le monde animal, donc chez tous les animaux. Et on va le retrouver notamment au niveau du muscle strié chez l'homme et du foie. Il s'agit d'une forme de mise en réserve énergétique, par exemple lorsque nous mangeons et que nous stockons le surplus de ce que nous avons mangé. Mais il faut savoir que ce stock de glycogène va être très limité sur le point de vue quantitatif. On estime qu'avec le glycogène, on aura entre 1500 et 2500 calories de réserve, à peu près. Par contre, l'intérêt du glycogène d'un point de vue énergétique, toujours, c'est que ça va être rapidement constitué, par exemple après un repas, par glycogénogénèse, et ce sera également rapidement mobilisé par glycogénolyse. Ce qui est intéressant par rapport au métabolisme du glycogène, c'est qu'au niveau de la cellule, cette fois-ci, donc on change un petit peu d'échelle, ces deux voies métaboliques, donc celle de stockage, la glycogénogénèse, et celle d'hydrolyse, la glycogénolyse, elles ont lieu dans le même compartiment cellulaire, elles ont lieu au niveau du cytosol. Contrairement à d'autres voies métaboliques où généralement la voie de synthèse et la voie de dégradation sont séparées. Il y en a une qui se passe généralement plutôt dans le cytoplasme et l'autre qui se passe plutôt au niveau des mitochondries. Donc si on regarde dans la cellule, le sucre, lorsqu'on va manger, il va être assimilé par les cellules du foie, les cellules du muscle et va rentrer à l'aide de transporteurs de type GLUT. Donc vous avez plusieurs types de transporteurs de type GLUT en fonction de la nature de la cellule qui va permettre de rentrer le sucre. Une fois que le sucre rentre dans la cellule, donc sous forme de glucose, donc là je simplifie, je ne parle pas de toutes les étapes de conversion de autres sucres en glucose. On parle du principe qu'on va traiter que le glucose. Ce glucose, il est tout de suite transformé par une exokinase, il est phosphorylé en glucose 6-phosphate. Donc ça va nécessiter la consommation d'une molécule d'ATP. Ce qui est très important, c'est que cette phosphorylation, en fait, sert à ce que ce glucose ne ressorte pas de la cellule par le même transporteur. Et en fait, l'ajout d'un phosphate va justement permettre de bloquer le sucre dans la cellule. Ensuite, on va avoir une étape d'isomérisation par la phosphoglucomutase qui va déplacer le groupement phosphate qui était ajouté sur le carbone 6 du glucose. Elle va le déplacer du coup sur le carbone 1. Et ensuite, ce glucose 1-phosphate va être transformé en UDP-glucose qui va être l'élément de base en fait de la formation du glycogène. Cette étape va nécessiter également l'apport d'une molécule énergétique, cette fois-ci pas sous forme d'ATP, mais sous forme d'UTP, et on aura la libération d'un pyrophosphate organique. Une fois qu'on a notre unité de base du glucogène qui est l'UDP-glucose, on va pouvoir du coup polymériser en fait cette formation de glycogène, c'est-à-dire augmenter sa taille, afin justement de l'ajouter à un glycogène préexistant ou carrément de reconstituer un stock de glycogène si jamais on était tombé à zéro suite à un effort très prolongé ou un jeûne très prolongé. Donc l'enzyme qui est hyper importante à retenir dans cette polymérisation du glycogène, c'est ce qu'on appelle la glycogène synthase, qui permettra du coup d'ajouter des glucoses donc un par un en les additionnant par formation de liaison osidique en alpha 1,4 sur les glucoses déjà constitutifs de la molécule de glycogène. Donc là, on a vu comment on crée du glycogène, c'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Donc maintenant, on va voir la glycogénolyse qui va donc consister à dégrader ce glycogène pour récupérer des molécules de glucose, donc une par une,
afin de fournir un substrat énergétique pour produire de l'énergie, par exemple, au niveau des muscles striés, si jamais vous êtes en train de faire un effort physique prolongé, ou si vous êtes en situation de jeûne, de pouvoir reavoir du sucre afin de nourrir, par exemple, toutes les cellules qui sont glucodépendantes, donc comme les globules rouges, comme les cellules nerveuses, etc. Donc, pour cette étape de glycogénolyse, cette fois-ci, l'enzyme qui est très importante à retenir, ça va être la glycogène phosphorylase. Donc, cette glycogène phosphorylase, en fait, elle va, pour faire simple, décrocher une molécule de glucose sur laquelle on va rajouter un phosphate et du coup, on va avoir un glycogène qui aura donc perdu un glucose et un glucose, un phosphate. Ensuite, on va avoir cette molécule de glucose 1-phosphate qui va pouvoir resubir une étape d'isomérisation pour être retransformée en glucose 6-phosphate. Il y a deux possibilités. Soit cette molécule, elle est déphosphorylée pour redonner du glucose et va repasser dans la circulation pour aller nourrir des cellules glucodépendantes. Soit ce glucose 6-phosphate n'est pas déphosphorylé et il va pouvoir rentrer dans la glycolyse avec les 8 étapes suivantes qui vont aboutir à la formation de pyruvate, molécule d'ATP, et après, ce pyruvate pourra partir dans le cycle de Krebs. Donc la différence, comment elle va être faite? Elle va surtout dépendre de l'organe en fait où va avoir lieu la glycogénolyse. C'est le foie qui va avoir pour rôle de gérer les carences en glucose de tout l'organisme, c'est-à-dire si vous êtes en situation d'hypoglycémie ou en jeûne prolongé, de devoir reproduire du glucose pour aller nourrir donc les cellules de l'organisme qui sont glucodépendantes et pour réguler la glycémie afin que vous n'ayez pas une concentration qui soit trop faible, ce qui pourrait conduire physiologiquement à certains vertiges. Donc au niveau du foie, vous allez avoir la glucose 6-phosphatase qui va enlever le phosphate en position 6 de glucose. On obtiendra donc une molécule de glucose simple qui repartira par le transporteur GLUT2, passera dans la circulation sanguine et du coup sera soit distribuée aux cellules qui ont besoin de glucose, soit servira à réguler la glycémie. Dans le muscle, cette fois-ci, c'est différent parce que vous n'avez pas de transporteur GLUT2 et vous n'avez pas du coup la glucose 6-phosphatase. Donc votre glucose 6-phosphate, qu'est-ce qui va se passer? Il va directement partir dans la glycolyse. Et dans la glycolyse, comme je vous ai dit précédemment, soit ça aboutit jusqu'au cycle de Krebs parce que vous êtes en aérobie et du coup ça va vous permettre de produire beaucoup de molécules d'énergie. Soit vous êtes en hypoxie, par exemple dans le cadre d'un effort physique très intense où vous avez du mal à récupérer, vous avez des problèmes de respiration au sens métabolique du terme, vous n'amenez pas assez d'oxygène. Là, vous allez donc engendrer une voie de fermentation, la fermentation lactique, qui va aboutir à la production de lactate. Et ce lactate va pouvoir passer dans le sang, retourner au niveau du foie et va pouvoir être reconverti en glucose par le foie pour essayer de renourrir les cellules. Mais du coup, c'est moins efficace d'un point de vue énergétique, c'est un petit peu plus long. Donc, sur une performance sportive, il faudrait absolument que pour que votre fonctionnement musculaire soit optimal, que votre glucose parte en glycolyse et fasse tourner le cycle de Krebs afin de produire le plus de molécules d'énergie. Donc voilà pour les présentations générales de la glycogénolyse en cas d'hypoglycémie au niveau du foie et au niveau du muscle. Il faut savoir que le métabolisme du glycogène, c'est un métabolisme qui est très régulé d'un point de vue hormonal. On va avoir deux hormones qui vont le réguler à la hausse ou à la baisse. Ça va être l'insuline et le glucagon, qui sont deux hormones produites par les cellules du pancréas. Donc, qu'est-ce qui va définir l'action de l'insuline et ou du glucagon par rapport au pancréas? En fait, ça va être les conditions d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Si vous êtes en hyperglycémie, donc typiquement après un repas, vous devez faire rentrer le sucre dans les cellules afin de diminuer la glycémie dans le sang. Donc l'hormone qui va permettre cela, ça va être l'insuline qui va être sécrétée par le pancréas. Et cette insuline, elle va agir donc soit au niveau du foie, soit au niveau des muscles, afin d'activer la glycogénogénèse pour stocker ce surplus de sucre sous forme de glycogène, ce qui vous permettra d'avoir une réserve énergétique en cas d'effort physique qui interviendra un petit peu plus tard dans le temps. Et au moins, vous aurez une réserve énergétique beaucoup plus facilement mobilisable, par exemple que le gras qui serait dégradé par la voie métabolique de bêta-oxydation. Donc cette insuline, en fait, comment elle va activer la glycogénogénèse? Elle va activer une protéine enzymatique qui s'appelle une phosphatase,
qui va réguler négativement la glycogène phosphorylase qui, elle, permet plutôt de dégrader la glycogénolyse, donc la glycogénolyse sera inhibée. Et elle va activer la glycogène synthase qu'on a vu précédemment dans le schéma avec la cellule dans le cytoplasme, qui elle va permettre du coup le stockage de glycogène, et donc on a une activation de la glycogénogénèse. En cas d'hypoglycémie, là on va avoir la régulation hormonale totalement inverse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas l'insuline qui va être produite par le pancréas, ça va être le glucagon. Le glucagon, il va agir au niveau d'une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase. Et en fait, cette adénylate cyclase, elle a pour but de transformer l'ATP en AMP cyclique. Il y a un double objectif avec cette activation enzymatique, c'est que, un, ça va vous faire baisser votre concentration en ATP, donc vous allez avoir moins d'énergie, donc votre corps, il va être encore plus demandeur de faire tourner des cycles énergétiques qui ont besoin de glucose, donc ça va encore plus stimuler justement une néoglucogénèse ou un besoin du coup d'apport en sucre. Et surtout, l'AMP cyclique, je vous ai dit que c'était un second messager. Donc ça, c'est très important. C'est quoi en biologie cellulaire? Un second messager, en fait, c'est une molécule qui, quand elle est produite, va engendrer en fait toute une régulation de signalisation en intracellulaire pour activer ou inhiber d'autres voies métaboliques ou de signalisation dans la cellule. Dans le cas de notre métabolisme du glycogène, l'AMP cyclique va donc activer la protéine kinase A qui va avoir l'effet inverse de l'enzyme citée précédemment. Donc, il va activer la glycogène phosphorylase afin d'augmenter la glycogénolyse pour libérer du glucose pour contrebalancer initialement un problème physiologique qui était une hypoglycémie, et va inhiber l'enzyme antagoniste, la glycogène synthase, afin qu'il n'y ait plus de glycogénogénèse qui ait lieu pour éviter absolument qu'on stocke encore du sucre alors qu'on est déjà en condition d'hypoglycémie. Donc voilà pour les deux principales régulations hormonales au niveau de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse par les deux hormones du pancréas que sont l'insuline et les glucagons. Donc, au-delà des régulations hormonales provoquées par le glucagon et l'insuline sur ces deux voies métaboliques concernant le glycogène, vous avez d'autres molécules qui vont permettre de réguler la glycogénolyse et la glycogénogénèse. Vous allez avoir l'adrénaline qui va du coup réguler à la hausse la glycogénolyse afin de produire plus de glucose pour amener plus d'énergie. Donc, ça correspond un peu à l'expression imagée qui dit que quand on est plein d'adrénaline, on arrive à faire des choses un peu surhumaines. C'est corrélé justement avec cette régulation par cette molécule. Vous allez avoir une régulation également à la hausse de la glycogénolyse par le calcium, qui est un métabolite qui est très important au niveau de la contraction musculaire parce qu'il va être relâché en cas d'effort et contraction musculaire par le réticulum endoplasmique lisse. Et donc, du coup, ça va témoigner en fait d'un besoin énergétique qui va sans doute s'accroître avec le temps pour permettre de continuer les mouvements engendrés par les muscles, du coup, qui ont relâché ce calcium. Et vous avez la faible concentration en ATP qui va indiquer que la cellule est dans un état énergétique faible, un peu comme si c'était une pile qui était en train de se vider ou une centrale nucléaire qui était en train d'arrêter de produire de l'énergie. Et du coup, afin d'éviter un blackout, en fait, vous avez des espèces de seuils de détection de concentration intracellulaire en ATP qui indiquent à la cellule voilà, s'il faut renouveler le stock pour pouvoir continuer son fonctionnement au moins de manière minimale pour ne pas être totalement à l'arrêt et ne pas créer un espèce de blackout si on fait l'image avec une centrale nucléaire. Vous avez des molécules du coup qui vont réguler de manière antagoniste la glycogénolyse. Donc vous allez avoir la molécule de glucose 6-phosphate. Donc cette molécule de glucose 6-phosphate, c'est hyper important parce que là, je vous l'ai présenté vraiment comme porte d'entrée pour la glycogénogénèse qui va ensuite être isomérisée pour aboutir à la formation de glycogène. Attention, quand on fait du métabolisme, il ne faut pas oublier les autres voies. Je vous rappelle que le glucose 6-phosphate, c'est également une molécule qui intervient dans la glycolyse. Donc, elle pourrait, par exemple, entrer dans une voie de glycolyse pour produire de l'énergie. Mais c'est pour ça que j'ai précisé le terme d'accumulation. Le fait qu'il y ait une accumulation veut probablement dire que la glycolyse n'est absolument pas sollicitée. Donc, la seule voie qui serait à même de baisser ce stock de glucose 6-phosphate, c'est la glycogénogénèse. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, le corps humain a une capacité très limitée de stockage de glycogène, donc 2000 calories. Et en fait, on va préférer stocker de l'énergie sous forme de gras, donc sous forme de triglycérides,
plutôt que sous forme de glycogène. Donc, si notre voie de glycogénogénèse elle est saturée, une accumulation de glucose 6-phosphate va justement essayer de bloquer la glycogénolyse en disant c'est bon, stop, j'ai assez de glucose qui est prêt, soit pour comment dire, redonner du glucose, soit pour lancer une glycolyse. Et inversement, à une faible concentration d'ATP, bah voilà, si votre cellule elle est pleine d'énergie, pas besoin de faire de la glycogénolyse pour avoir du glucose pour stimuler les voies énergétiques de dégradation du glucose afin de produire de l'énergie. Si on passe sur la voie antagoniste, donc la glycogénogénèse, en fait, les molécules qu'on a vues précédemment, elles vont être toutes inversées. Donc cette fois-ci, l'accumulation de glucose 6-phosphate va stimuler la glycogénogénèse afin de baisser un petit peu cette accumulation. La forte concentration en ATP témoignant d'un état énergétique fort de la cellule va également stimuler la glycogénogénèse. Et enfin, du coup, les autres molécules qu'on a vues tout à l'heure qui stimulaient la glycogénolyse, donc le glucagon, l'adrénaline, le calcium et une faible concentration d'ATP, vont avoir la régulation inverse sur la glycogénogénèse, qui est la voie antagoniste de la glycogénolyse, et du coup vont permettre de bloquer cette voie si jamais on a un changement d'état énergétique de la cellule ou une libération d'adrénaline ou une libération de calcium. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager et à liker cette vidéo, c'est très important pour moi afin d'essayer d'augmenter le référencement de la chaîne, surtout que je fais des vidéos assez diverses. Donc l'algorithme de YouTube n'aime pas du tout parce qu'en fait j'ai pas de public cible et du coup c'est très difficile pour moi d'avoir de la visibilité. Donc si vous pouvez lâcher un petit pouce, ce serait très sympathique. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.